En moins de 3 ans, un pays longtemps réduit aux crises a changé de cadence. Aux frontières, les tirs restent une réalité. Au centre, des chantiers civiques, agricoles, sanitaires et éducatifs avancent en parallèle, avec des objectifs affichés et une responsabilité revendiquée. Ce contraste touche la vie quotidienne. Routes de quartier remises à niveau, fossés de drainage reconstruits, forums citoyens mobilisant des dizaines de milliers de participants, et une logique où l'État pousse les communautés à agir plutôt qu'à attendre. Dans cette mécanique, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme un symbole, mais comme le nœud d'une méthode. La promesse centrale de cette trajectoire est simple en apparence mais risquée dans l'exécution. Transformer un État fragilisé en moteur d'action collective sans attendre un secours extérieur. Le bénéfice annoncé pour les citoyens tient en une formule directe: reprendre prise sur les conditions matérielles de la vie quotidienne. Mais l'enjeu est plus large. En plaçant route, agriculture, santé, éducation et sport dans un même mouvement, le pouvoir prend le risque d'un étirement excessif des ressources, d'erreurs de coordination et de déception rapide si les résultats tardent. À l'inverse, s'il réussit, le pari modifie la relation entre l'État et la société. Le citoyen n'est plus seulement destinataire d'aide, il devient co-acteur d'un projet national mesurable. C'est cette tension entre ambition et contrainte qui structure toute la séquence à venir. En quelques années seulement, plus de 26 000 citoyens ont participé directement à des forums civiques organisés dans l'ensemble des anciennes régions, tandis que des millions d'autres ont été touchés par des campagnes médiatiques associées. Ce chiffre, rarement mis en avant, indique que la transformation engagée ne se limite pas aux infrastructures visibles, mais vise d'abord les comportements et les rôles sociaux. Dans cette approche, Ibrahim Traoré lie explicitement sécurité, développement et participation populaire, considérant que l'un ne peut durablement progresser sans les deux autres. Le contexte de départ est pourtant lourd. Le Burkina Faso sort d'une décennie marquée par l'instabilité politique, l'expansion de groupes armés et une dépendance structurelle à l'aide extérieure. Dans de nombreuses zones, l'État était perçu comme lointain, voire absent, tandis que les communautés locales se repliaient sur des stratégies de survie. Routes dégradées, services de santé sous-équipés et agriculture peu mécanisée formaient un cercle de vulnérabilité difficile à briser. La rupture introduite depuis le début de la transition repose sur une idée centrale: déplacer le centre de gravité de l'action publique vers la base. Des programmes comme l'initiative présidentielle pour le développement communautaire ne promettent pas d'abord des transferts financiers massifs, mais une mobilisation structurée. Les communautés sont organisées, dotées d'un appui technique et invitées à reconstruire elles-mêmes routes secondaires, fossés de drainage et espaces publics. Ce choix réduit la dépendance budgétaire tout en créant une responsabilité partagée. Cette logique s'étend à d'autres secteurs. En agriculture, la souveraineté alimentaire est présentée comme la première ligne de défense nationale. En santé et en éducation, l'objectif affiché est de rapprocher les services essentiels des populations afin de limiter les déplacements coûteux et l'exode. À chaque fois, la même matrice apparaît: planification centrale, exécution décentralisée, implication citoyenne. Ce cadre permet de comprendre pourquoi les politiques portées par Ibrahim Traoré sont décrites comme un changement de méthode plus que comme une simple accumulation de projets. La question qui se pose alors n'est pas seulement ce qui a été construit, mais ce que cette mobilisation produit comme dynamique durable. Un premier repère concret apparaît dans les quartiers périphériques de Ouagadougou, là où des voies cacodidus de terre devenaient impraticables à la saison des pluies. Des tronçons de routes intérieures ont été remis à niveau par des brigades locales, avec un appui technique de l'État.
Les travaux sont modestes à l'échelle nationale, mais leur effet est immédiat. Circulation rétablie, accès facilité au marché et réduction des zones inondées grâce à des fossés de drainage reconstruits en pierre. Un second exemple vient des forums citoyens organisés dans les anciennes régions administratives. Des habitants, parfois peu habitués aux espaces de débat public, y ont discuté de droits civiques, de responsabilités locales et de priorités communautaires. Cette scène tranche avec l'image d'une population cantonnée à l'attente d'aide. Elle montre un déplacement du rôle social, du bénéficiaire passif vers l'acteur impliqué, même lorsque les ressources restent limitées. Dans ces deux cas, l'impact précoce n'est pas seulement matériel. Il touche la perception de l'action publique. Les chantiers, même de petite taille, servent de preuve visible que des décisions peuvent dire se traduire rapidement sur le terrain. Cette visibilité alimente une dynamique de confiance conditionnelle. Les citoyens s'engagent tant qu'ils voient des résultats concrets et se retirent si les promesses ne sont pas tenues. C'est ici que la méthode attribuée à Ibrahim Traoré devient lisible. Elle privilégie des interventions répétables, visibles et appropriables localement plutôt que des projets spectaculaires mais éloignés du quotidien. Cette approche n'élimine pas les risques, mais elle crée des signaux rapides de changement. À retenir, c'est ceci. La participation devient un levier, pas un slogan. Le déclencheur de la séquence actuelle se situe dans un choix stratégique assumé, agir sur plusieurs fronts en même temps plutôt que d'attendre une stabilisation parfaite. Dès le départ, le pouvoir de transition annonce que la lutte sécuritaire ne peut être dissociée de la reconstruction sociale. Tandis que les opérations contre les groupes armés se poursuivent, une série d'initiatives nationales est lancée avec des objectifs, des calendriers et des mécanismes de responsabilité explicités. Cette simultanéité rompt avec une logique antérieure d'attentisme où chaque crise repoussait la suivante. Le pic de cette dynamique apparaît lorsque les programmes sectoriels commencent à se croiser sur le terrain. Les initiatives communautaires mobilisent les habitants pour réparer routes secondaires et espaces publics. En parallèle, l'agriculture est repositionnée comme priorité stratégique, avec une insistance sur la souveraineté alimentaire. Des intrants subventionnés, du matériel mécanisé et des formations ciblées sont déployés afin de relancer la production locale. Dans le même temps, des chantiers sanitaires et éducatifs s'ouvrent, signalant que l'effort ne se limite pas à nourrir, mais aussi à soigner et former. À ce stade, la figure d'Ibrahim Traoré est présentée comme celle d'un coordinateur politique plus que d'un gestionnaire technique. Son rôle consiste à maintenir la cohérence du récit. Chaque route réparée, chaque centre de santé construit et chaque champ mécanisé sont intégrés dans une même lecture de la souveraineté nationale. Cette narration unifiée sert de liant entre des actions hétérogènes, évitant qu'elles ne soient le perçues comme des projets isolés ou opportunistes. Les répliques de cette phase culminante se manifestent dans la vie quotidienne. Les marchés locaux bénéficient d'un meilleur accès grâce aux routes réhabilitées. Les communautés rurales constatent une réduction des distances pour accéder à certains services essentiels. Les jeunes impliqués dans les programmes agricoles ou civiques commencent à se projeter dans des trajectoires économiques locales plutôt que migratoires. Ces effets restent partiels et inégaux, mais ils produisent un signal clair. L'action publique redevient perceptible. Cependant, cette accélération génère aussi des tensions. La multiplication des chantiers met sous pression les capacités administratives et financières. Les attentes sociales augmentent plus vite que les résultats mesurables, créant un risque de décalage entre promesses et livraison. À ce moment précis, le discours officiel insiste sur la notion d'effort collectif et de temps long, cherchant à tempérer l'impatience sans casser l'élan. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré est invoqué comme garant de la continuité.
La stabilité de la ligne politique devient un enjeu central. Maintenir le cap malgré les contraintes sécuritaires, économiques et diplomatiques. Le pari implicite est que l'accumulation de petites victoires concrètes finira par l'emporter sur les fragilités structurelles. C'est cette phase de propagation entre enthousiasme et limite qui prépare le terrain de l'évaluation chiffrée à venir. Au cœur de cette séquence, les données chiffrées servent de point d'ancrage pour évaluer ce qui a réellement changé. Le premier repère concerne la mécanisation agricole. Avant le lancement des initiatives actuelles, une grande partie des exploitations vulnérables dépendaient encore d'outils manuels ou de services de privés coûteux, limitant les surfaces cultivées et la productivité. La distribution de 364 tracteurs mis à disposition pour le labour gratuit marque un basculement mesurable. Le passage d'une agriculture contrainte par l'équipement à une agriculture soutenue par une capacité mécanisée collective. Le delta ne se résume pas à la machine elle-même, mais au temps gagné, aux surfaces élargies et à la réduction de la dépendance individuelle. Le second indicateur porte sur les intrants agricoles. Dans un contexte où les agriculteurs supportaient auparavant l'essentiel du coût des semences et des engrais, le programme introduit une subvention massive. Plus de 1 000 tonnes de semences améliorées sont distribuées avec une prise en charge publique de 90% de leur valeur, laissant seulement 10% à la charge des producteurs. À cela s'ajoutent plus de 5 000 tonnes d'engrais NPK, 3 100 tonnes d'urée et 6 000 tonnes de fertilisants organiques appliqués sur les champs. Le changement ici est double, une baisse immédiate du coût d'entrée pour produire et une amélioration potentielle des rendements sur des sols appauvris par le conflit et l'usage extensif. Le troisième ensemble de chiffres concerne la transformation et la commercialisation, souvent absentes des politiques agricoles précédentes. 17 unités de transformation ont été équipées de machines de tri optique permettant d'élever la qualité du riz à un standard commercial supérieur. Entre 2023 et 2025, 47 000 tonnes ont été transformées, dont 20 500 tonnes mises sur le marché et 2 800 tonnes affectées aux réserves stratégiques. Les revenus issus de cette transformation atteignent 6,9 milliards de francs. CFA signalant un déplacement de la valeur ajoutée vers l'intérieur du pays plutôt que vers l'exportation brute. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une trajectoire baseline vers delta cohérente. Le point de départ était une production fragmentée, faiblement mécanisée et peu transformée. Le point d'arrivée provisoire montre une chaîne plus intégrée où production, transformation et stockage sont pensés comme un continuum. Pour Ibrahim Traoré, cette logique quantitative n'est pas présentée comme un succès définitif, mais comme une preuve de concept. Démontrer que des leviers matériels précis peuvent modifier rapidement les capacités nationales. Ces données ne répondent pas à toutes les questions. Elles n'indiquent pas encore la soutenabilité budgétaire à long terme, ni la résilience face aux chocs climatiques ou sécuritaires, mais elles remplissent une fonction clé dans le récit politique actuel: fournir des repères mesurables qui transforment un discours de souveraineté en résultats observables. C'est sur cette base chiffrée que se construit désormais le débat entre partisans et critiques sur la portée réelle de la stratégie engagée. Les critiques les plus structurées de la trajectoire actuelle avancent deux arguments principaux. Le premier soutient que la simultanéité des chantiers sécurité, agriculture, santé, éducation, infrastructure risque de diluer des ressources déjà rares. Selon cette lecture, un État confronté à des contraintes budgétaires et administratives sévères devrait hiérarchiser strictement, au risque sinon de multiplier des projets inachevés.
L'accumulation d'initiatives serait alors plus symbolique qu'efficace, créant des attentes sociales difficiles à satisfaire dans la durée. Le second argument met en doute la soutenabilité politique et économique du modèle. Les programmes reposent fortement sur la mobilisation citoyenne et sur des subventions ciblées. Les sceptiques estiment que cet équilibre est fragile si la pression sécuritaire s'intensifie ou si les recettes publiques diminuent, la capacité de l'État à maintenir ces dispositifs pourrait s'éroder rapidement. Dans ce scénario, l'engagement communautaire pourrait s'essouffler, laissant derrière lui des infrastructures partielles et un sentiment de promesses non tenues. Face à ces objections, la réponse portée par les autorités s'appuie sur les données observables et sur la logique de séquençage. Plutôt que de viser une complétude immédiate, la stratégie privilégie des effets de levier rapides, capables de produire des gains visibles à faible coût relatif. Les chiffres agricoles, par exemple, montrent qu'une intervention ciblée sur les intrants et la transformation peut générer de la valeur sans nécessiter une refonte totale du système. De même, la décentralisation de certains chantiers réduit la charge directe sur l'administration centrale. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est présenté non comme le garant d'une solution parfaite, mais comme l'arbitre d'un compromis, accepter des résultats partiels mais tangibles plutôt que différer l'action en attendant des conditions idéales. La solidité de cette réponse dépendra moins des intentions affichées que de la capacité à maintenir la cohérence entre promesses, exécution et ajustement au fil du temps. Le point de bascule de la trajectoire actuelle ne réside pas dans un projet spectaculaire, mais dans l'alignement progressif des initiatives entre elles. À ce stade, ce qui change réellement, c'est la manière dont agriculture, santé, éducation et infrastructure cessent d'être perçues comme des secteurs séparés. Elles commencent à fonctionner comme un système interdépendant où chaque avancée renforce les autres. Cette révélation apparaît clairement lorsque les routes communautaires rénovées servent à écouler les productions agricoles locales pendant que les centres de santé de proximité réduisent les coûts humains et financiers liés aux déplacements lointains. Les écoles et centres de formation implantés plus près des zones rurales alimentent à leur tour des programmes agricoles et civiques en main-d'œuvre formée. Le développement cesse alors d'être une promesse abstraite pour devenir une chaîne d'usage concret. Dans ce schéma, Ibrahim Traoré est moins mis en avant comme initiateur de chaque projet que comme architecte d'un cadre cohérent. L'enjeu n'est pas d'accélérer indéfiniment, mais d'éviter les ruptures entre politiques publiques. Cette cohérence explique pourquoi des initiatives modestes, prises isolément, produisent un effet cumulatif perceptible. La révélation centrale est donc la suivante. La transformation ne repose pas sur un saut unique, mais sur l'addition de gestes ordinaires rendus compatibles entre eux. À partir de là, la question n'est plus seulement que construit-on, mais comment ces éléments se soutiennent-ils mutuellement dans le temps. Les effets les plus lisibles de la séquence actuelle apparaissent lorsqu'on les observe à travers plusieurs groupes d'acteurs, plutôt que comme un bilan global abstrait. Du point de vue de l'État, la première conséquence est une capacité accrue à matérialiser l'action publique. Les routes secondaires réhabilitées, les centres de santé communautaires et les unités de transformation agricole offrent des points de contact visibles entre administration et citoyens. Cette visibilité réduit la distance symbolique entre décisions politiques et vie quotidienne, un élément crucial dans un contexte où la défiance envers les institutions s'était installée sur la durée. Pour l'appareil public, l'enjeu n'est pas seulement de construire, mais de montrer que la coordination reste possible malgré la pression sécuritaire et budgétaire. Pour les entreprises locales et les acteurs économiques,
Les changements sont plus indirects, mais tout aussi structurants. L'amélioration de l'accessibilité routière facilite l'écoulement des produits agricoles vers les marchés urbains. La transformation locale du riz, du mil ou d'autres cultures réduit la dépendance aux intermédiaires extérieurs et crée des opportunités dans le stockage, le transport et la commercialisation. Ces dynamiques restent inégales selon les régions, mais elles esquissent un déplacement progressif de la valeur ajoutée vers le territoire national. Dans cette lecture, la politique portée par Ibrahim Traoré vise moins une croissance rapide qu'une densification progressive des chaînes économiques internes. Pour les ménages, l'impact se mesure avant tout en termes de coûts et de temps. La proximité accrue des services de santé diminue la nécessité de longs déplacements vers la capitale ou vers l'étranger avec des économies directes pour les familles. En agriculture, la baisse du coût des intrants et l'accès à la mécanisation collective réduisent la vulnérabilité saisonnière des exploitants les plus fragiles. Ces gains restent partiels et ne compensent pas toutes les pertes liées à l'insécurité ou à l'inflation, mais ils modifient le calcul quotidien des risques et des opportunités. Le développement devient ainsi perceptible non comme une promesse future, mais comme une série d'ajustements concrets. À l'échelle régionale enfin, les conséquences touchent à l'image et à la position du Burkina Faso. Un pays capable d'afficher des kilomètres de routes rénovées, des tonnes de production transformées et des infrastructures sanitaires fonctionnelles parle sur un registre différent dans les forums africains et sahéliens. La souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une capacité démontrable. Cette posture n'élimine pas les pressions extérieures, mais elle modifie le rapport de force symbolique en montrant des réalisations tangibles plutôt que des intentions. Pris ensemble, ces effets dessinent une transformation à plusieurs vitesses. Aucun groupe n'est totalement gagnant, aucun n'est totalement exclu. Mais la convergence progressive des bénéfices crée un socle commun de crédibilité. C'est sur ce socle que repose l'argument central associé à Ibrahim Traoré. Ancrer la légitimité politique dans des conséquences observables pour l'État, l'économie, les ménages et la région. À court et moyen terme, l'évolution de la trajectoire engagée peut être envisagée à travers trois scénarios plausibles, chacun dépendant de facteurs internes et externes déjà visibles. On peut d'abord envisager un scénario de continuité prudente. Les programmes existants se poursuivent sans accélération majeure, avec des ajustements progressifs dictés par les contraintes sécuritaires et budgétaires. Dans cette configuration, les gains observés en agriculture, en santé de proximité et en infrastructures communautaires se consolident lentement. L'État maintient une présence tangible mais accepte des résultats inégaux selon les régions. La crédibilité politique repose alors sur la stabilité et la cohérence plus que sur des annonces nouvelles. On peut aussi imaginer un scénario plus favorable, fondé sur un effet cumulatif. Les initiatives commencent à produire des synergies plus fortes. Les routes facilitent réellement l'écoulement des productions. La transformation locale augmente les revenus internes et les services sociaux de proximité réduisent les coûts structurels pour les ménages. Cette dynamique améliore la confiance des acteurs économiques locaux et attire davantage d'investissements nationaux. Dans ce cadre, la stratégie associée à Ibrahim Traoré gagne en légitimité, car elle démontre qu'un modèle endogène peut générer des bénéfices mesurables sans dépendre exclusivement de l'aide extérieure. Enfin, il existe un scénario plus défavorable, où plusieurs chocs se combinent, une dégradation sécuritaire prolongée, des pressions diplomatiques accrues ou une contraction des ressources publiques pourraient ralentir, voire interrompre certains chantiers. Les attentes sociales, déjà élevées,
risquerait alors de se transformer en frustration. Les programmes reposant sur la mobilisation citoyenne seraient particulièrement vulnérables à une perte de confiance si les résultats visibles venaient à stagner. Dans ce cas, la narration de la souveraineté se heurterait à la réalité des capacités limitées de l'État. Face à ces trois trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Éviter l'analyse binaire succès ou échec. La séquence actuelle doit être évaluée comme un processus adaptatif où la capacité à corriger, prioriser et maintenir la cohérence comptera autant que les résultats immédiats. La question centrale devient alors moins quel scénario va se produire que comment les décisions prises aujourd'hui orientent-elles la marge de manœuvre de demain. Pour comprendre comment cette trajectoire est perçue par le public, il faut distinguer plusieurs cercles d'expérience. Le premier regroupe les ménages directement exposés au programme de proximité. Pour eux, l'effet principal se joue sur la réduction des frictions quotidiennes. Moins de kilomètres pour accéder à un centre de santé, un coût d'entrée plus faible pour produire ou transformer, et une amélioration graduelle de l'accès aux marchés locaux. Ces changements ne transforment pas immédiatement le niveau de vie, mais ils modifient la sensation de vulnérabilité permanente qui dominait auparavant. Le deuxième cercle concerne les jeunes, en particulier ceux engagés dans les formations agricoles, civiques ou professionnelles. Leur perception est plus projective. Là où les trajectoires socio-migratoires migratoires apparaissaient comme l'unique horizon, l'existence de programmes structurés ouvre des alternatives locales, même incertaines. Cette évolution reste fragile et dépendante des résultats économiques réels, mais elle introduit une variable nouvelle, la possibilité de se projeter sans quitter le territoire. C'est un changement psychologique autant que matériel. Le troisième cercle inclut les acteurs économiques et associatifs locaux. Pour eux, la valeur du moment tient moins aux annonces qu'à la prévisibilité. La répétition de chantiers, même modestes, et la cohérence entre secteurs créent un environnement plus lisible pour investir, s'organiser ou coopérer avec l'État. Cette lisibilité demeure partielle, mais elle contraste avec des périodes antérieures marquées par des ruptures fréquentes et des priorités changeantes. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré fonctionne comme un repère politique plus que comme un interlocuteur direct. Le public évalue la cohérence entre discours et effets observables plutôt que l'intention déclarée. Deux gestes simples ressortent alors comme leviers de consolidation. Améliorer la communication locale sur l'état réel des projets et renforcer les mécanismes de retour d'expérience des communautés vers l'administration. Ces ajustements n'exigent pas de nouveaux programmes, mais une attention soutenue à la manière dont les citoyens perçoivent leur place dans l'ensemble du dispositif. À ce stade, la question n'est plus de lancer de nouvelles initiatives, mais de structurer ce qui existe déjà dans une feuille de route lisible. La première étape consiste à clarifier les responsabilités. Qui fait quoi, à quel niveau et avec quels indicateurs simples. Pour les routes communautaires, par exemple, l'État définit les standards techniques et fournit l'équipement, tandis que les collectivités locales organisent la main-d'œuvre et le suivi. La mesure se fait en kilomètres praticables par saison, pas en annonce. Ensuite vient la priorisation dans le temps. Tous les chantiers ne peuvent avancer au même rythme. L'agriculture et la santé de proximité, parce qu'elles produisent des effets rapides sur la sécurité alimentaire et la réduction des coûts pour les ménages, servent de socle. Les autres secteurs s'alignent sur cette base afin d'éviter une dispersion des ressources. Cette hiérarchie n'est pas idéologique mais opérationnelle. Puis, il faut renforcer la boucle de retour citoyen. Les forums et mécanismes participatifs doivent évoluer d'espaces de mobilisation vers des outils d'évaluation.
Les communautés remontent ce qui fonctionne et ce qui bloque, permettant des ajustements rapides. Cette boucle réduit le risque de décalage entre planification centrale et réalité locale. Enfin, la question de la mesure financière devient incontournable. Sans ajouter de chiffres nouveaux, l'exigence est de suivre la soutenabilité, coûts récurrents, maintenance et dépendance aux subventions. Rendre ces éléments visibles protège la crédibilité du dispositif. Dans cette feuille de route, Ibrahim Traoré apparaît comme le garant de la cohérence d'ensemble. Son rôle n'est pas d'exécuter chaque action, mais d'arbitrer les priorités et d'imposer la discipline de l'évaluation. Si cette séquence tient, la stratégie gagne en résilience sans changer de cap. Le fil conducteur qui traverse l'ensemble de cette séquence renvoie à des images simples, déjà vues plus tôt. Une route de quartier remise en état, un champ mécanisé partagé, un centre de santé de proximité qui évite un départ coûteux. Ces scènes ordinaires servent de rappel constant que la transformation engagée ne se joue pas uniquement dans les discours nationaux, mais dans des gestes répétés et visibles. Elle donne chair à une idée abstraite, celle d'un État qui revient dans la vie quotidienne sans se substituer entièrement aux communautés. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est moins perçu comme l'auteur de chaque chantier que comme le point de convergence d'une méthode. Le motif récurrent n'est pas la rupture spectaculaire, mais la continuité assumée. Faire, vérifier, ajuster, puis recommencer. Cette cadence explique pourquoi les attentes restent élevées, mais aussi pourquoi une partie de la population accepte l'imperfection tant que le mouvement persiste. L'émotion qui s'en dégage n'est pas l'enthousiasme euphorique, mais une forme de fierté prudente. Voir des réalisations modestes mais réelles suffit à réactiver un sentiment d'appartenance, surtout dans un contexte longtemps dominé par l'incertitude. Le rappel du motif initial est clair: quand l'action collective devient tangible, la confiance peut lentement se reconstruire. Et la phrase qui résume tout, c'est: la crédibilité naît de ce qui tient dans la durée. La séquence observée invite moins à une adhésion immédiate qu'à une réflexion partagée. Elle met en scène une société qui teste ses propres capacités, ajuste ses ambitions et apprend à mesurer ses résultats sans se réfugier dans l'abstraction. Route, agriculture, santé, éducation et sport forment ici un langage commun, celui d'un État qui cherche à se rendre lisible et d'une population appelée à juger sur pièce. Cette interaction, encore incomplète, dessine une autre manière de parler de souveraineté, non comme un mot d'ordre, mais comme une pratique quotidienne. Dans cet espace, le rôle d'Ibrahim Traoré ne se réduit ni à la figure du sauveur, ni à celle du simple gestionnaire. Il devient un point de référence autour duquel se cristallise un débat plus large sur ce que signifie gouverner sous contrainte et sur la part que chacun accepte de prendre dans l'effort collectif. Le véritable enjeu n'est pas de savoir si chaque promesse sera tenue sans faille, mais si la société dispose désormais d'outils pour demander des comptes, corriger la trajectoire et maintenir un cap commun. La question finale reste donc ouverte et volontairement simple. Comment cette dynamique peut-elle être observée, discutée et améliorée sans tomber ni dans l'enthousiasme aveugle ni dans le rejet systématique?